Partie 1 de 2. La thérapie d'acceptation et d'engagement et la conscience supramentale. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Comme la thérapie d'acceptation et d'engagement est extrêmement proche de la conscience supramentale, eh bien, je pense que cet enregistrement peut vous aider à faire le lien et le pont entre ces deux approches. Présentement, il se développe donc des approches dans le domaine de la psychologie qui tendent à se rapprocher de la compréhension de la réalité que permet la conscience supramentale. L'une d'entre elles qui a attiré mon attention est la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT. En anglais, cela veut dire Acceptance and Commitment Therapy. Il y a entre autres Ross Harris qui a écrit plusieurs livres en lien avec cette approche. C'est un médecin qui avait diplômé en Angleterre. De plus, il est un psychothérapeute, un conférencier et un écrivain qui œuvre avec l'approche de l'acte. Selon ma compréhension de son approche, il part du principe que ce qui occasionne de la souffrance sur le plan psychologique, ce n'est pas les pensées que nous avons en tête, mais c'est plutôt la relation malsaine que nous avons avec certaines d'entre elles, lorsqu'on croit et donne de l'importance à ces dernières. En termes techniques, on parle ici de fusion cognitive, c'est-à-dire que lorsqu'on s'identifie à ses pensées, on fusionne avec elles. Et c'est là qu'on tombe dans le piège de l'adhésion et de la croyance. Par exemple, ce n'est pas la pensée nous disant « je suis malheureux » qui est problématique et qui occasionne de la souffrance. C'est plutôt d'y croire, de lui donner de l'importance, de s'y identifier et de réagir émotivement à son sujet en nourrissant un état de tristesse, donc en générant l'émotion dont il est question dans la pensée. Il est question dans son approche que ce qui occasionne de la souffrance, c'est le fait qu'on se laisse influencer par des pensées qui sont dites par notre tête. Il part du principe que notre tête nous parle plutôt que de parler de discours intérieurs provenant de nous, comme le fait d'autres approches psychologiques. J'ai l'impression qu'il utilise cette expression parce qu'il ne sait peut-être pas trop comment parler de cette instance psychique qui achemine des pensées à notre conscience. Si nous remplaçons le mot tête par entité, eh bien, cela permet d'avoir une compréhension supramentale du phénomène. Donc, voilà la raison pour laquelle je dis que l'approche de l'acte et de la conscience supramentale sont extrêmement proches à un mot près. Par contre, de faire ce transfert-là, d'utiliser l'expression tête pour entité, cela nécessite bien entendu la reconnaissance de l'existence d'entités et ce n'est pas encore fait par la science officielle actuellement. Néanmoins, un jour, leur existence devra être reconnue, car il y a une instance qui fait en sorte que nous recevons une pensée plutôt qu'une autre dans notre tête sans nécessairement l'avoir choisie consciemment. Par exemple, ce phénomène se produit lorsque nous avons en tête les paroles du refrain d'une chanson populaire sans l'avoir décidé volontairement. Comme les pensées ne surgissent pas de nulle part, eh bien un jour, cela devra être dévoilé. C'est lorsque ce sera pleinement reconnu que les choses vont changer dans notre rapport à la pensée. Nous y sommes presque. La tête présentée dans cette approche comme instance différente de notre conscience, lui disant des choses, nous prépare à cette transition vers un élément extérieur à nous,
La tête, c'est un concept qui est moins menaçant que celui d'entité, servant à désigner clairement quelque chose d'autre que nous qui génère des pensées. Donc, la tête peut être une forme transitoire qui est utilisée par certains individus qui œuvrent dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychothérapie, de la relation d'aide, pour faire la transition, pour éventuellement parler de la notion d'entité. Si une personne dit qu'une entité non visible lui parle, ça peut être un guide, un extraterrestre, un ange ou un être décédé, eh bien, elle peut être vue comme étant quelqu'un atteint de schizophrénie par des scientifiques matérialistes qui nient l'existence d'êtres vivants sur d'autres niveaux de réalité et par conséquent prennent pour acquis, comme a priori, que les gens qui affirment être en contact avec des entités, c'est nécessairement des gens qui hallucinent automatiquement. Donc, avec un cadre de référence comme ça laisse pas place au fait que certains individus peuvent vivre une expérience de contact authentique avec des extraterrestres, entre autres. Par contre, si une personne entend sa tête lui parler, pour utiliser le vocabulaire associé à l'approche thérapeutique de l'acte, ou si une personne entend dire que, bon, mon inconscient, pour employer un terme psychanalytique, fait jaillir telle idée plutôt que telle autre, ou l'intuition, eh bien, il n'y a pas de problème. Donc, tout dépendant du vocabulaire qu'on utilise, si la personne dit qu'il entend, par exemple, des voix, que ce soit un guide, un extraterrestre, un ange, un être décédé, eh bien, c'est problématique. Mais s'il utilise d'autres vocables, ah, non, c'est pas problématique. Donc, quelqu'un peut dire, une voix me dit de faire telle chose, puis une autre personne va dire, ah, mon intuition me dit de faire telle chose, et c'est correct si c'est l'intuition. Donc, dans ce cas-ci, la personne qui utilise la question que c'est l'intuition ou c'est la tête qui lui dit ça, eh bien, elle va être perçue comme étant saine d'esprit. Alors que l'autre qui dit que son père qui est décédé lui dit de faire telle chose et qu'il entend sa voix et qui est médium, eh bien, il peut être perçu comme ayant un problème de santé mentale. Alors que dans les deux cas, les gens vont percevoir quelque chose à l'intérieur d'eux. Donc, tout dépendant de la manière de le définir, eh bien, ça va être interprété différemment. Avec l'approche de l'acte, le but n'est pas de chercher à changer la pensée pour une pensée plus saine, mais plutôt d'être capable de vivre avec elle. Donc, c'est une approche qui est intéressante parce qu'elle part du principe que nous ne pouvons pas contrôler les pensées venant de notre tête, mais que nous pouvons apprendre à gérer la relation que nous avons avec elle. Voilà une nuance qui est importante. En langage supramental, cela revient à dire que nous ne sommes pas la source de nos pensées, parce que les pensées proviennent de l'esprit, d'une contrepartie cosmique, et les pensées sont des formes, mais que nous pouvons apprendre à composer avec elles, qui sont acheminées donc par des entités. Ce qui revient au même, dans le sens que dans les deux cas, il ne faut pas se laisser déstabiliser par des pensées qui prennent des formes déstabilisantes. Ça peut être la pensée que je me sens triste, je suis angoissé, et ainsi de suite. Dans l'article sur Internet s'intitulant Mindfulness Without Meditation, il y a un exemple de question qui peut être posée pour identifier ce que dit notre tête. Donc, la question est la suivante. What does your mind say about your body when you see yourself naked in the mirror? En français, cela pourrait être traduit par « Qu'est-ce que votre tête dit à propos de votre corps lorsque vous voyez nu dans le miroir? » Donc, autrement dit, lorsque on se perçoit, et ça c'est un élément important, eh bien, il y a des gens qui vont tendance à entendre une voix dans leur tête qui vont juger sévèrement
Il y a des gens qui vont se trouver trop gros, trop maigres, trop ci, trop ça en se regardant dans le miroir. Et donc, l'idée de l'approche, c'est de prendre une distance par rapport à ces jugements-là. Donc, au lieu de dire je me sens trop gros, c'est plutôt d'observer qu'est-ce qui se passe. Donc, les pensées qui émanent dans le mental. Donc, s'il y a une pensée qui dit je suis trop gros, ben, c'est de réaliser que la pensée, elle vient d'une entité en langage supramental qui va dire je suis trop gros, ou en langage de l'acte, c'est la tête qui va dire qu'on est trop gros, ou avec une approche psychanalytique, on va dire que c'est une idée qui provient de l'inconscient qui va dire que je suis trop gros. Une fois que cela est identifié, les types de pensées qui émergent, si on fait l'expérience du miroir, donc de s'observer dans le miroir et voir lorsqu'on s'observe qu'est-ce qui émane, qu'est-ce qui émerge en soi, eh bien nous pouvons procéder à une diffusion cognitive, c'est-à-dire à prendre ces distances par rapport aux pensées qui nous sont acheminées par la tête. Par exemple, la tête peut dire à quelqu'un « je suis triste » lorsqu'il se regarde dans le miroir. Ensuite, il peut reformuler cette idée en disant « j'ai la pensée que je suis triste ». Donc, vous voyez ici, il y a un peu plus de distance. Après, il peut dire « j'observe que j'ai la pensée que je suis triste ». Donc, plus il se distance de la pensée, moins il est influençable par elle. Donc, plus qu'il en est libre. Puis, éventuellement, il pourra regarder les pensées entrer et sortir du champ de perception de sa conscience sans y réagir émotivement, comme on observe des nuages entrer et sortir du ciel lorsqu'on est à l'extérieur, l'été, calmement. Éventuellement, il faudrait de la recherche scientifique par des gens au doctorat et en psychologie, dans le domaine des sciences, ça peut être aussi la psychiatrie, pour étudier le phénomène de la pensée et faire le pont entre la notion de tête qui dit des choses et celle d'entité qui parle dans la tête de l'individu. Pourquoi est-ce que je propose des gens au niveau du doctorat? Ben, c'est pour avoir l'autorité scientifique en Occident, étant donné que je n'ai pas de doctorat dans un domaine des sciences sociales, donc je n'ai pas d'autorité. Et c'est pour ça que j'invite les gens, s'il y en a un qui m'écoute, à faire ce type de recherche-là, parce que ça pourrait servir à reconnaître la validité du vécu des gens qui pratiquent la médiumnité, donc qui entendent des voix dans leur tête des décédés, et aussi des gens qui sont contactés par les extraterrestres, donc qui entendent des voix d'êtres d'autres planètes. Et bien entendu, les gens qui sont en contact avec des entités astrales, des entités diplamentales, qui procèdent aussi à de la canalisation. Donc, ça permet de valider à ce moment-là, en validant le concept d'entité ou d'autres présences autres que soi, que la réalité est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut le croire et que les conversations qu'ont certains individus ne sont pas le fruit d'hallucinations parce que ça a trait à des êtres qui ne sont pas nécessairement physiques, mais qui peuvent, dans certains cas, être la manifestation d'êtres qui sont dans des réalités parallèles aux nôtres et qui communiquent par la pensée à nous. Donc ça pourrait permettre une reconnaissance de la réalité de l'expérience, donc de médium ou de contacté par les extraterrestres, entre autres. Bien entendu, il faudrait être extrêmement critique par rapport à ce que les entités qui sont canalisées disent ou prétendent être, parce que comme sur le plan matériel, il est possible qu'il y ait des usurpations d'identité, donc une entité prétende être une personne qu'elle n'est pas. Et ensuite, il faudrait être extrêmement critique aussi par rapport aux propos qui sont tenus par ces entités-là, parce que comme pour les êtres humains, ben, ça se peut que des entités dans l'invisible racontent des mensonges.